Alors que la guerre de la Russie en Ukraine approche de la fin de sa 4e année, de plus en plus de voix occidentales tirent la sonnette d'alarme. La Russie n'a pas l'intention de s'arrêter. Les experts suggèrent qu'après l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a l'intention d'étendre son empire plus profondément en Europe. Comme nous l'avons mentionné dans une vidéo précédente, l'historien et analyste militaire allemand Sönke Neitzel a déclaré à plusieurs reprises que l'été 2025 pourrait être le dernier été paisible en Europe. Il alerte sur une possible attaque russe contre un pays de l'OTAN avant l'automne 2026. Le service de renseignement de la défense danois, ou service de renseignement de la défense danois, a averti en février 2025 que la Russie pourrait représenter une menace régionale pour les États baltes d'ici 2027 et pourrait lancer une guerre à grande échelle contre l'Europe d'ici 2030, à condition que les États-Unis n'interviennent pas. Mais, selon certains experts, dont l'Institut pour l'étude de la guerre, le journal allemand WE2LT et des agents du service secret ukrainien, connus sous le nom de LV, la première phase de cette guerre a déjà commencé. On l'appelle la phase 0, et c'est une étape cruciale pour amadouer l'Occident en préparation des actions militaires à venir. Alors, voyons ce qu'est la phase 0, si elle fonctionne ou non, et si elle annonce réellement une attaque russe imminente contre l'OTAN, comme le suggèrent les experts. En résumé, dans la pensée stratégique russe, la phase 0 est la phase de la guerre qui précède le début des combats réels. Elle comprend des concentrations de troupes, des cyberattaques et des reconnaissances près des frontières de l'OTAN, toutes clairement observées ces derniers mois. Mais surtout, elle implique des tactiques de guerre informationnelles et psychologiques. L'idée derrière ces tactiques psychologiques subversives est que si la nation ciblée pour une invasion peut être suffisamment déstabilisée et divisée à l'avance, une invasion sera d'autant plus facile à réaliser. Aussi néfaste que soit ce genre de préparation subtile, cela n'a rien à voir avec le plan russe original de l'époque de la guerre froide pour une guerre contre l'Occident. C'est sûrement une bonne chose. Dans les années 1960, la planification militaire soviétique est passée de la posture principalement défensive, adoptée sous la direction de Joseph Staline, à une stratégie plus offensive. Après la mort de Staline, les nations du pacte de Varsovie, l'Union soviétique, l'Albanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie ont conclu qu'une attaque de l'OTAN était inévitable et qu'une première frappe préventive était la meilleure réponse. Ils ont conçu des plans de guerre pour une offensive majeure, un blitzkrieg destiné à conquérir l'Europe de l'Ouest en quelques jours. Plus inquiétant encore, les plans prévoyaient l'utilisation massive d'armes nucléaires, tant stratégiques que tactiques, pour détruire les principales villes d'Europe occidentale et des cibles militaires comme Hambourg, Bonn, Munich, Amsterdam, Bruxelles et Vienne, ainsi qu'au Danemark et en Italie. Il ne s'agissait pas simplement d'un exercice théorique, mais d'un plan sérieux, avec les structures de commandement nécessaires et des armes nucléaires prêtes à être utilisées. Avec l'avancée de la guerre froide et la baisse de la crainte d'une première frappe de l'OTAN chez les soviétiques, la politique s'est légèrement assouplie. À sa place, un nouveau plan, plus subversif, a émergé, qui semble avoir jeté les bases des opérations de phase 0 qui ont lieu actuellement. Les secrets de la plante ont été révélés dans les années 1980 par Yuri Bezmenov, un ancien agent du KGB qui a fait défection au Canada en 1970. En 1984, lors d'une interview avec le journaliste libertarien G. Edward Griffin, il a exposé un plan en 4 étapes visant une guerre psychologique durable et une subversion idéologique, qu'il nommait un grand lavage de cerveau. La phase initiale, appelée démoralisation, devait durer entre 15 et 20 ans et était un effort systématique pour infiltrer les institutions américaines, comme les universités, les médias et les partis politiques, avec l'idéologie marxiste-léniniste. Le but était de modifier la façon dont la population générale percevait la réalité. Bezmenov disait que cette phase était déjà achevée, dans les années 1980, grâce à l'héritage du mouvement hippie des années 1960 et à la présence durable de penseurs de gauche dans les structures sociales majeures. C'est délicat, car l'idéologie occidentale a beaucoup penché à gauche depuis les années 1980. Ironiquement, la Russie est aujourd'hui davantage une autocratie de droite qu'un régime fondé sur des principes marxistes. La deuxième étape, la déstabilisation, suivrait
visant à saper l'économie, les relations étrangères, les systèmes de défense et d'autres institutions essentielles de la nation cible sur une période de 2 à 5 ans. Cela serait suivi d'une phase de crise qui, selon Bezminov, pourrait être provoquée en seulement 6 semaines par des moyens artificiels, menant à un changement violent du pouvoir et de l'économie. Enfin, la phase de normalisation verrait l'imposition et la consolidation d'un gouvernement marxiste-léniniste, remplaçant effectivement l'ordre politique et social existant. L'Union soviétique s'est effondrée à la fin des années 1980 et, au début des années 1990, elle et le pacte de Varsovie avaient disparu de l'histoire. Aucune révolution marxiste-léniniste inspirée par la subversion n'a eu lieu sur le territoire de l'OTAN avant sa chute. Cependant, on peut fortement soutenir que les États-Unis et divers autres acteurs occidentaux ont utilisé bon nombre des techniques du KGB pour mener des opérations de subversion pro-démocratie, anti-autocratique et de changement de régime. À travers le monde, des organisations comme la National Endowment for Democracy ou la National Endowment for Democracy et la fondation Open Society de George Soros se sont retrouvées persona non grata dans des bastions de la démocratie comme la Russie, la Biélorussie, la Chine, le Zimbabwe, l'Égypte, l'Érythrée et l'Iran. Précisément en raison de ce que ces États qualifient d'activités subversives à la Bezminov. Le légendaire militant Gene Sharp semble également s'être largement inspiré du manuel du KGB pour rédiger son ouvrage fondamental sur la manière d'organiser des révolutions non violentes, passant de la dictature à la démocratie. S'inspirant des idées de Gandhi, A. J. Musti, Henri David Thoreau et, à en juger par les apparences, du KGB. Sharp a développé une théorie systématique de l'action non violente, identifiant 198 méthodes pragmatiques pour défier les régimes autoritaires sans recourir à la violence. Ces idées ont été reprises par de nombreux mouvements de protestation, notamment en Palestine, au Myanmar, lors des révolutions de couleur en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Même, dans une certaine mesure, les manifestations actuelles de la génération Z dans le Sud global. Il semble donc que le grand lavage de cerveau se soit spectaculairement retourné contre les soviétiques. Mais, comme le démontre clairement le succès de tous ces soulèvements démocratiques, les principes de déstabilisation fonctionnent. Et selon les elfes ukrainiens, l'incarnation actuelle du KGB, le service fédéral de sécurité russe, puise dans la même boîte à malice pour préparer l'Europe à une future attaque russe aujourd'hui. Bien sûr, les temps et la technologie ont beaucoup évolué depuis les années 1980, et les tactiques de guerre informationnelle et psychologique du service fédéral de sécurité, appelées opérations psychologiques ou opérations psychologiques, se sont adaptées. Mais même si le support de la guerre est passé des journaux, de la radio et de la télévision à YouTube, Facebook et TikTok, l'objectif stratégique reste le même. Bien avant l'arrivée des drones, des missiles ou des chars, la propagande, les mythes et les récits diffusés agissent comme des logiciels malveillants, affaiblissant la résilience nationale. Alors, comment s'y prennent-ils ? Les elfes en question affirment avoir obtenu un document exposant la manière dont les services spéciaux russes planifièrent des opérations psychologiques et l'ont partagé avec le média indépendant britannique Byline Times. Le journal /site web a récemment obtenu la distinction d'avoir 5 de ses contributeurs sanctionnés par la Russie pour leurs efforts visant à diaboliser notre pays et à fabriquer activement des récits anti-russes afin de diminuer l'influence internationale de Moscou. Selon Byline Times, le document ressemble à un mélange de romans d'espionnage de l'époque de la guerre froide, de manuels d'utilisation de réfrigérateurs et de manuels de psychologie mal rédigés. Un guide étape par étape pour préparer et mener une opération psychologique. La première étape est de cartographier le tissu social de la nation cible. Les analystes du service fédéral de sécurité décomposent soigneusement les différents groupes sociaux, identifient les leaders et les participants, et reconstituent comment ces petites communautés s'assemblent pour former l'ensemble. Ils créent des dossiers sur les personnes clés, leurs traits et habitudes, ainsi que sur les petites et moyennes organisations. Ils observent notamment l'ambiance, la confiance suscitée et les éventuels conflits ou dysfonctionnements dans et autour de ces organisations. Les analystes observent aussi l'opinion publique et les tendances locales. Ils cherchent des maillons faibles et vulnérabilités exploitables, ainsi que des faiblesses psychologiques dans la société cible à attaquer. Cependant, ce que révèle cette analyse doit être tempéré par ce que le service fédéral de sécurité est physiquement capable d'accomplir.
C'est la deuxième phase de leur planification, prendre en compte les ressources de leurs agents et l'environnement opérationnel. Sur les capacités et ressources de leurs agents, ils cherchent à répondre à ces questions. Combien d'agents sont disponibles pour l'opération? Quel est leur niveau de formation et leur spécialité? Quelles armes techniques ou psychologiques sont disponibles pour l'opération? Quelles sources d'influence sont disponibles pour récompenser ou contraindre les agents? Et quelles opportunités existent pour persuader, grâce à l'expertise ou à la réputation? L'analyse de l'espace opérationnel reste tout aussi précise. Les analystes doivent comprendre précisément où et pourquoi l'opération a lieu. Ils doivent explorer les causes profondes du conflit, en tenant particulièrement compte des points de vue de la communauté internationale et de l'opinion publique au sein de la nation cible. Plus les analystes comprennent en profondeur les attitudes de la population locale envers la Russie et d'autres sujets importants, ainsi que les conditions économiques du pays, plus leur analyse sera efficace. L'objectif de cette analyse est d'évaluer la susceptibilité des gens à l'influence et d'identifier les meilleurs leviers pour les influencer. Ils prennent note de tous les canaux de communication disponibles, y compris les médias locaux, les réseaux sociaux et les réseaux informels, et essaient d'identifier les angles, les influences et les contributeurs sur lesquels ils peuvent agir. Ils vont même jusqu'à noter des éléments aussi précis que les monuments culturels, les statistiques criminelles et l'état des forces de l'ordre local. Une fois toute cette analyse préparatoire terminée, les spécialistes du service fédéral de sécurité peuvent commencer à s'attaquer au cœur de la mission, en commençant par leur objectif principal. Cela signifie décider du type de comportement collectif qu'ils souhaitent modifier. De telles actions peuvent impliquer de diminuer la résistance à une invasion russe imminente ou de réduire le moral de la population locale ou des forces militaires adverses. Sinon, les efforts pourraient privilégier une approche plus nuancée, visant à améliorer la perception de la Fédération de Russie. Mais quelle que soit leur décision, l'objectif est formulé en termes concrets, puis un calendrier est établi pour l'atteindre. Ensuite, avec une précision mathématique, ils choisissent leur cible. Ils déterminent précisément leurs motivations et attitudes vulnérables, et identifient les traits psychologiques spécifiques à modifier afin d'obtenir le résultat souhaité. Selon le document, les traits les plus vulnérables sont une forte personnalité, des complexes profonds, des défauts marqués, des troubles émotionnels ou psychologiques, et une grande sensibilité. L'analyse met en avant les processus de groupes dysfonctionnels comme des cibles faciles, par exemple. Un style de leadership autoritaire, des biais connus, des stéréotypes rigides, des conflits internes et un manque d'esprit critique. En l'absence de faiblesses évidentes, le ciblage comportemental vise les traits psychologiques les plus marquants et accessibles de l'espace opérationnel. Après consolidation de ces objectifs et stratégies granulaires, il faut concevoir des algorithmes pour les appliquer. Des catalogues et modèles d'opérations passées sont consultés pour accélérer le travail. Si l'équipe manque de compétences pour exécuter les plans, les décisions sont confiées à des experts, et un psychologue rejoint probablement l'équipe. En l'absence de ressources pour exécuter le plan, les planificateurs recherchent des moyens indirects d'atteindre leurs objectifs. Ils essaient d'identifier des schémas de comportement alternatifs qui sont plus faciles ou moins coûteux à influencer, mais qui produisent tout de même le résultat escompté. Une fois les tâches, les méthodes et les ressources attribuées, la dernière étape de la planification de l'opération consiste à calculer l'effet attendu. Les questions auxquelles ils essaient de répondre sont: qu'est-ce qui sera considéré comme un succès, compte tenu de l'objectif énoncé précédemment dans le processus? Et quelles mesures seront utilisées pour évaluer le succès ou l'absence de succès? Selon l'objectif, les indicateurs seront différents. Par exemple, si l'objectif est de diminuer le moral des forces armées adverses, les planificateurs fixeront un objectif concernant la part du personnel militaire qu'ils souhaitent inciter à se rendre ou à refuser de combattre. Cependant, ces indicateurs et leur mode d'atteinte ne sont pas figés. Si les chiffres sont insuffisants pendant l'opération, le plan est ajusté, les ressources sont réaffectées, la capacité est augmentée, ou les conditions dans lesquelles l'opération se déroule sont modifiées. Pour être honnête, il s'agit d'une préparation complète et méticuleuse de la part des forces russes, du genre que nous n'avons pas vu très souvent sur les champs de bataille de l'Est de l'Ukraine. Malheureusement, selon les elfes, le service fédéral de sécurité est également assez efficace pour mettre ses plans à exécution, et a développé une panoplie d'armes psychologiques éprouvées, qui ne cessent de s'élargir. Ils affirment qu'une tactique courante, utilisée actuellement, consiste à déployer des agents entraînés déguisés en réfugiés ukrainiens.
Le service fédéral de sécurité a envoyé des agents kurdes se faisant passer pour des réfugiés syriens via la Biélorussie pour infiltrer les sociétés occidentales. Cette infiltration parmi les réfugiés ukrainiens pourrait aussi devenir un sérieux casse-tête pour le service fédéral de sécurité en Russie. En 2015, selon les chiffres officiels du recensement russe, il y avait plus de 5 864 000 Ukrainiens vivant en Russie. Cela signifie qu'ils représentent plus de 4% du total, faisant des Ukrainiens le 8e plus grand groupe parmi plus de 190 groupes ethniques présents en Russie. Plus d'1 million d'entre eux sont des réfugiés qui ont fui vers la Russie, principalement depuis la région voisine du Donbass, après le déclenchement de la guerre civile dans la région en 2014. Depuis le début de l'invasion de la Russie en 2022, ces chiffres n'ont cessé d'augmenter, avec des estimations allant de 12 à 29 millions d'Ukrainiens entrant en Russie, et ce chiffre continue de croître. La fuite de ces réfugiés a dû représenter une occasion en or pour la direction principale du renseignement, la version ukrainienne du service fédéral de sécurité d'infiltrer des agents. En effet, le service de sécurité d'Ukraine a connu un grand succès en infiltrant des agents en Russie, comme le monde a pu le constater lors de l'audacieuse opération Toile d'araignée au début du mois de juin 2025. En utilisant des agents profondément infiltrés dans plusieurs villes russes et du matériel soigneusement introduit clandestinement dans le pays. Des sources du renseignement ukrainien rapportent que la direction principale du renseignement a mené une attaque dévastatrice contre la flotte de bombardiers stratégiques russes sur plusieurs bases aériennes. Des drones ont été lancés à partir de camions spécialement modifiés près des aérodromes abritant les bombardiers, prenant les Russes complètement au dépourvu et causant des dégâts coûteux et humiliants. Selon Zelensky, le centre de commandement de l'opération en Russie se trouvait en fait juste à côté d'un bureau local du service fédéral de sécurité. Mais il y a d'autres signes montrant que la direction générale du renseignement ukrainien travaille d'arrache-pied, utilisant des tactiques très similaires à celles des Russes révélées par les elfes. En octobre 2024, le comité d'enquête russe a averti que les jeunes et les personnes âgées russes étaient de plus en plus incités par des étrangers à commettre des sabotages. Un mois plus tard, le service fédéral de sécurité a déclaré avoir déjoué une tentative ukrainienne, soutenue par l'OTAN, de recruter des membres de l'armée de la jeunesse russe. Celle-ci a été comparée en Occident à la tristement célèbre organisation nazie des jeunesses hitlériennes. Le service fédéral de sécurité affirme que le renseignement ukrainien, Direction générale du renseignement ukrainien, a envoyé des courriels de phishing à des écoles de Moscou et des environs, après avoir intercepté et modifié des messages de l'armée de la jeunesse et du centre d'éducation patriotique militaire avant-garde. Le ministère de la Défense ukrainien aurait cherché à recueillir des données sur des adolescents pour leur recrutement et leur implication dans des activités de renseignement et de subversion contre la sécurité russe, selon leurs déclarations. En novembre, le service fédéral de sécurité a affirmé avoir déjoué un complot sophistiqué, prétendument organisé par la Direction générale du renseignement ukrainien, avec l'appui du renseignement britannique, pour détourner un avion intercepteur Mikoyan Gourevitch, 31K, armé d'un missile hypersonique KH-47M2 Kinzhal. Selon eux, l'opération visait à recruter un pilote de l'armée de l'air russe par le biais de canaux chiffrés, offrant 3 millions de dollars et la citoyenneté occidentale pour voler l'appareil vers une base de l'OTAN à Constanța, Roumanie, lors d'une provocation sous faux drapeau. Le service fédéral de sécurité a déclaré que le pilote avait signalé la tentative d'approche à ses supérieurs, ce qui a permis de dévoiler les agents étrangers et de déjouer le plan avant son exécution. À ce jour, ni la Direction générale du renseignement ukrainien, ni le ministère britannique de la Défense n'ont commenté ces allégations, et aucune vérification indépendante n'a été faite. À présent, il n'est pas clair si des activités similaires du service fédéral de sécurité en Ukraine ont donné des résultats aussi spectaculaires que l'opération Toile d'araignée. Les forces spéciales ukrainiennes pointent les actions du service fédéral de sécurité en Ukraine. La phase pré-invasion cherchait à rendre l'invasion russe inévitable en diffusant rumeurs et informations secrètes. Des récits, comme c'est déjà décidé, ont été délibérément diffusés par des réseaux clandestins pour préparer la population locale à accepter l'occupation. Cependant, il convient de noter qu'en publiant un article avec des titres sensationnalistes, comme « La phase 0 de la Russie est arrivée » et « La guerre avec l'OTAN est désormais inévitable », des experts avertissent que le Byline Times aide la Direction générale du renseignement ukrainien à faire la même chose. Ils attisent les peurs d'une invasion inévitable qui, à ce stade, est loin d'être certaine de se produire. Des experts, dont Anatole Levin et l'Institut Quincy, ont avancé cet argument.
La Russie n'a ni la capacité ni l'intention de lancer une invasion conventionnelle des États membres de l'OTAN ou de l'Union européenne. Cette évaluation s'appuie sur les priorités stratégiques, les limites militaires et les déclarations répétées de la direction russe. Ils affirment que la Russie concentre ses efforts sur l'Ukraine, qu'elle juge essentielle à sa sécurité et identité, plutôt que sur une expansion en Europe occidentale. Si la Russie, comme beaucoup le pensent, perd la guerre en Ukraine et est au bord de l'effondrement financier, il est difficile d'imaginer qu'elle puisse s'opposer aux forces de l'OTAN, plus puissantes, même si Vladimir Poutine le voulait. Les Russes, de leur côté, affirment avec fermeté depuis le premier jour de l'invasion qu'ils n'ont aucune intention, ni aucun plan d'envahir davantage l'Europe. En septembre, à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que la Russie ne comptait pas attaquer les membres de l'Union européenne ou de l'OTAN. Mais, tout en avertissant d'une réponse décisive à toute agression dirigée contre Moscou, Poutine a rejeté les inquiétudes occidentales concernant une éventuelle invasion russe de l'Europe, comme étant absurde et impossible à croire, qualifiant ces affirmations d'absurdes. « Calmez-vous, dormez tranquillement », a-t-il commenté avec condescendance. Cependant, il faut peut-être considérer l'observation de Gérald Salanta. Quand tout échoue, ils vous emmènent à la guerre. Il évoquait la tendance des gouvernements, en difficulté à rejeter la faute de leurs problèmes sur un ennemi extérieur. Diriger la colère du public loin d'eux-mêmes. Cela conduit souvent la nation à se retrouver en guerre. La Russie perd la guerre et subit un mécontentement croissant lié aux difficultés économiques internes. Poutine et ses partisans de la ligne dure pourraient croire qu'élargir la guerre est la meilleure issue à une mauvaise situation. Cela peut aussi être vrai en Europe. Il n'est sans doute pas fortuit que les pays les plus touchés par la crise économique et le mécontentement politique, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, soient aussi ceux où les appels à se préparer à la guerre contre la Russie sont les plus insistants. Cependant, les elfes ne sont pas les seuls à attirer l'attention sur les opérations secrètes russes en Europe, et comment leurs menaces pourraient dépasser une simple invasion potentielle. Dans une interview à TVN 24, le Premier ministre polonais Donald Tusk a affirmé que la Russie dispose d'outils pouvant détruire l'Union européenne comme organisation politique, mais aussi l'Europe comme espace culturel. Il a identifié la 5e colonne de Moscou, qui selon lui opère dans chaque pays du continent, comme étant le principal de ces outils. Tout bien considéré, il est sans doute trop tôt pour proclamer hystériquement que les orques sont aux portes. Il se peut très bien que la Russie soit trop faible, ou trop méfiante face à la menace de l'OTAN, pour envisager de lancer une guerre contre les membres de l'OTAN. Ou il se peut que Bailin Times ait raison. La véritable intention de Poutine est de rétablir l'Union soviétique, et la phase 0 prouve que la guerre est inévitable. Cependant, prendre des mesures fermes pour éliminer la 5e colonne russe reste la décision la plus prudente. Nous continuerons à suivre de près les développements. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé. Merci d'avoir regardé.